Ce soir, dans nos Mémoires du Zinc, je reçois Régis Geoffrey pour son dernier roman Sévère, paru aux éditions du Seuil. Régis Geoffrey, bonsoir. Bonsoir. Alors dire que votre livre a pour cadre l'affaire du banquier Stern, qui a été retrouvé abattu de 4 balles à Genève en février 2005. Alors vous avez couvert ce procès pour un magazine, le Nouvel Observateur, mais comme on est dans le cadre d'un procès, je vais procéder à l'audition du témoin. Nom, Geoffrey. prénom, Régis. date de naissance, 5 juin 1955. à Marseille. Marseille. Situation de famille, J'ai 2 enfants. voilà, on s'en tiendra là. Oui, non, je suis avec quelqu'un. Vous voulez son nom? Vous me dites tout ce que vous voulez, c'est un interrogatoire. Hein, Ouais, je suis avec Claire Castillon. Voilà. On est très amoureux. Parfait. Voilà, comme ça fait faire part. Hein. Ça C'est peut sympa. faire parler. Et nous saluons Claire, nous aimons beaucoup comme romancière en tout cas. Bon, alors, distinction, prix, décoration. J'ai eu un certain nombre de prix littéraires. Le premier, c'est d'ailleurs vous qui me l'avez donné. Oui, Voilà. absolument. Oui. Alors vous avez le prix Féminin. Prix Féminin, prix France Culture Télérama pour microfiction. Le Féminin, c'est pour Asile de Fous. Et je vous ai reçu la dernière fois pour Lacrimosa. Alors revenons à ce Sévère. Je disais que vous aviez suivi ce procès. Ce procès, c'est celui de Cécile Brossard. Alors, dire tout de suite qu'elle était la maîtresse et donc elle a assassiné Édouard Stern et qu'elle a été condamnée pour ça à 8 ans de réclusion criminelle. Ce livre, Sévère, c'est cette histoire racontée du point de vue de Cécile Brossard, qui n'est jamais, aucun nom n'est cité. Alors, il y a un préambule, et ce préambule est un véritable manifeste sur ce que c'est qu'un roman et ce que c'est qu'un romancier. Que dit ce préambule? Dans ce livre, je m'enfonce dans un crime, je le visite, je le photographie, je le filme, je l'enregistre, je le mixe, je le falsifie. Je suis romancier, je mens comme un meurtrier, je ne respecte ni vivants ni morts, ni leur réputation, ni la morale, surtout pas la morale, écrite par des bourgeois conformistes qui rêvent de médailles, de petits châteaux. La littérature est voyou. C'est un véritable manifeste. C'est ce que vous pensez. C'est absolument ce que je pense. En même temps, c'est un texte... je dirais de façon péjorative de circonstance, mais c'est vraiment un des moments dans la vie où je me suis senti le plus seul. Et mon livre a été envisagé par mon éditeur. Soyons plus de clairs, l'époque. vous étiez chez Gallimard. Oui. Gallimard l'a refusé, et c'est pour ça que vous l'éditez aujourd'hui au Seuil. Il l'a accepté avec enthousiasme au début, et après conseil du conseil juridique, il y a eu un refus total de le publier. Moi, ça m'a beaucoup choqué parce que, si vous voulez, moi, l'idée d'un éditeur, j'ai toujours pensé que l'auteur pouvait avoir peur, mais que l'éditeur, c'était son métier de ne pas l'avoir. C'est un peu comme un manager. Ouais. Mais alors, revenons justement. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est une affaire quand même très singulière, qui brasse beaucoup de fantasmes? Cet homme, tout le monde a retenu qu'il avait été retrouvé assassiné dans une combinaison de latex. Les rapports qu'avait Cécile Brossard avec le banquier Stern étaient d'une nature qui faisait fantasmer. C'est-à-dire des rapports sadomasochistes, de domination, avec de l'argent, avec des armes, avec de la violence. Il y a par exemple ce $1 million. Pour elle, c'était une preuve d'amour. Pour elle, c'était l'enfant qu'il n'avait pas eu. Pour elle. Et c'est ça qui va déclencher l'assassinat. Je ne sais pas. C'est-à-dire que le $1 million, c'est un personnage à part entière, et on ne sait pas ce que c'est. En fait, on sait que c'est $1 million qui est destiné à n'être pas gratté, un peu comme une idole en or dont on ne gratterait pas le pelage. Et donc là, il était destiné à n'être pas dépensé, à être conservé dans une banque. Et on ne sait pas du tout quel rôle il a joué. Mais vous le dites, non, mais elle aurait même pu faire chanter le banquier, puisqu'il y a des photos qui ont circulé, et elle a préféré tuer le banquier. Là, je suis dans le roman, je ne suis pas dans la réalité. Ça, nous, voilà. Si vous voulez, c'est un personnage feuilleté, je dirais. C'est un personnage dont on ne peut pas arriver à savoir si elle ment ou si elle est sur plusieurs planètes intérieures à la fois. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle est dans l'amour fou. Oui, il y a une passion. Elle est dans l'incohérence, puisqu'elle dit « je n'aime que lui » et en fait, elle a toujours son mari. Oui, mais elle a, vous le dites, 80 de QI, c'est-à-dire qu'elle est limite de l'idiotie. C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous n'avez pas été gêné par le fait que cette femme, ce QI de 80, la rendait complètement irrationnelle? C'est ça qui m'a passionné. Oui. C'est quand même extraordinaire. Vous avez... dans la réalité, dans le roman, là, vous avez quelqu'un qui est beau,
quelqu'un qu'on nous décrit comme grand, quelqu'un qu'on nous décrit comme supérieurement intelligent, même un génie, avec une éducation extraordinaire, un goût pour la peinture, un goût pour les arts, une culture phénoménale. Vous avez de l'autre part quelqu'un qui n'a pas de culture, qui est mal né, qui est malvenu, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas d'intelligence, qui est limite, qui a 80, c'est limite crétinerie. Qui a été violée quand elle est enfant. Qui a été violée, qui a eu tous les malheurs du monde et qui par-dessus le marché n'est pas très belle. Et vous voyez que ces deux personnes sont à égalité. Par quel enchantement, par quel miracle, cet homme qui pouvait, que ce soit dans le livre ou dans la vie, se payer tout ce qu'il voulait, et y compris des gens. Il le faisait d'ailleurs. Mais sur le plan amoureux, il y a un combat d'égal à égal. Bah, en l'occurrence, il y a ça, mais en même temps, cette scène qui à la fois débute le livre et puis qui clôt cette histoire, cette femme qui arrive, qui va lui faire enfiler cette combinaison, qui va lui bander les yeux, et puis qui l'abat. Et vous, je ne sais pas si c'est une option, lui faites dire que cet homme ne s'est pas défendu parce qu'il voulait être abattu par elle pour qu'elle le punisse, qu'elle alimente de ses péchés. Il y a une dimension de ce type-là. Vous savez, c'est un peu le fantasme de celui qui a tué, de toujours dire, et maintenant c'est un peu le fantasme de tout le monde, de dire finalement il a été tué mais il l'a cherché. Oui. Moi c'est quelque chose dans lequel je ne donnerai pas, mais effectivement je pense que quand on a fait quelque chose qu'on ne peut pas supporter d'avoir fait intérieurement, on finit par douter qu'on l'a fait soi-même. Et quand les faits corroborent le fait que vous l'avez fait, vous l'admettez, mais en fait en disant « je l'ai fait, mais en réalité je ne l'ai pas fait ». C'est le sifflet qui ne veut plus, là. Alors, donc c'est l'occasion, ce coup de sifflet, d'exhumer un article concernant notre invité, un article d'agréabilité moyenne, on va dire, en règle générale. Voilà. C'est en date du 3 mars 2010, dans Télérama, de Martine Laval. Je suppose que vous qui est une amie, hein, qu'il est toujours. Voilà, voilà. Donc Régis Geoffrey est un pic-assiette de faits divers. Ainsi font les bons écrivains. Donc c'est en rapport, bien sûr, avec le livre dont nous venons de parler. Régis Geoffrey a donc inventé une histoire de crime bien crapoteux qui pourrait rappeler l'affaire Stern, ce banquier richissime abattu par sa maîtresse en février 2005. Hélas, son roman indiffère presque autant que l'événement. Mais si histoire il y a, si littérature il y a, que raconte ces vers? Un meurtre de sang-froid, un de plus, banal, un scandale, celui d'être milliardaire et de s'adonner à des pratiques sadomasochistes, bof. À être trop sévère avec ce sévère, on s'interroge. Pourquoi Régis Geoffrey s'est-il entiché de ce fait divers, de cet homme, de cette femme, de leur détresse, de leur décadence? Y voit-il, une fois de plus, ce désamour si florissant aujourd'hui, cette haine si caractéristique de notre vilaine époque? Peut-être. Alors... Peut-être. Peut-être, voilà. Peut-être. Non, moi, écoutez, moi, je n'ai pas trouvé l'article spécialement haineux ni désagréable. Crime crapoteux, oui, mais tous les crimes sont désespérants et crapoteux. Une histoire banale. Je pense que comme moi, vous avez des parents qui sont morts dans une combinaison en latex de 3 balles dans la tête, plein d'amis. Non, ça ne me paraît pas une affaire banale du tout. Maintenant, un crime crapoteux, oui. Les intentions seules peuvent être mauvaises. Moi, honnêtement, j'ai pas eu de mauvaise intention en faisant ce livre. Écoutez, on peut pas me soupçonner d'être à la remorque de la réalité pour écrire des histoires, hein, franchement. Oui, le côté pic-assiette des faits divers. Oui, moi j'ai pensé que là, c'était vraiment... Il y a un moment où c'est une lâcheté de pas prendre l'époque de plein fouet, c'est de pas rentrer dans l'art, de pas prendre ce risque-là. J'ai jamais fait de boxe. Hein. Ouais, bon. Oula, je vous avais dit que j'avais jamais fait. Mais oui, mais alors, dans ce cas-là, on commence doucement, quand on n'a pas fait. Ce Punching Ball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet d'actualité qu'il a ou énervé ou sur lequel il a envie de s'exprimer. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Le bouclier fiscal. Ah, le bouclier fiscal. Oui. Pourquoi le bouclier fiscal? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, le bouclier fiscal, je m'en fous puisque ça ne me concernera jamais. Puisque... Oh là!
Vous savez, la littérature. Non, mais vous savez que ça ne me concernera jamais pour une raison très simple, c'est que ça favorise ceux qui ne foutent rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le revenu du travail qui est impliqué, c'est le capital. Donc, mais peu importe. Deuxièmement, donc si on l'enlève d'une certaine façon, c'est bien fait pour leur gueule, j'en ai rien à faire. Mais deuxièmement, ce qui m'a intéressé au-delà de ça, c'est que je pense qu'on est toujours dans la démagogie pour l'impôt. L'impôt sur le revenu, déjà, ça c'est sur le site de l'INSEE, il représente 20,5% des recettes, la TVA 55%, etc. Et on nous parle toujours de cet impôt sur le revenu que les économistes nous disent qu'il ne rapporte rien parce qu'il est très coûteux à percevoir et même il y en a qui nous disent qu'il coûte. Et donc moi je ne comprends pas cette démagogie qui est faite aux élections par diverses personnes puisque quand on nous parle de l'impôt juste, c'est pas le devoir de l'impôt d'être juste. Le devoir de l'impôt c'est de rapporter. Oui. Alors là c'est une idée en passant, hein, mais je suis pas candidat. Oui, non mais il y a des gens qui vous écoutent. Il y a l'impôt de génie qui a été inventé par Michel Rocard, un socialiste, c'est la CSG, qui est à la fois injuste parce qu'elle touche tous les revenus, même les faibles, qui est à la fois juste parce qu'elle touche aussi les revenus du capital. Et tout le monde sait que si y avait un impôt qui touche tous les revenus et qui soit l'impôt sur le revenu, on n'aurait plus besoin d'impôt sur le revenu et surtout, ce serait un impôt qui ne serait pas fraudé parce qu'il serait perçu par l'entreprise et donné par l'entreprise. À la source, quoi, prélevé à la source. Oui, vous avez l'exemple de la Russie, parce que la Russie, parce qu'on a longuement dit que la Russie, on fraudait, ce qui était vrai. Et à partir d'un certain moment, la Russie, il y a quelques années, ils ont mis un impôt unique de 13%. Et il n'y a plus de fraude fiscale. Vous êtes un homme rayonnant et mystérieux. Oui. Oui, je vous regarde depuis tout à l'heure, depuis que je suis arrivé. Parce que je le trouve extrêmement rayonnant. Vous avez l'air plein de bonheur. On vous remercie d'exister, d'être là. Voilà. Régis Geoffrey peut-il revenir vers le bar où il y a des choses extraordinaires aussi? Alors, justement, un personnage extraordinaire, c'est Régis Geoffrey. Alors, Régis Geoffrey, où est-ce que vous avez essayé de nous emmener dans un moment d'intimité, un souvenir C'est un souvenir pré-littéraire en fait, parce que dans mon enfance, en face de chez moi, il y avait une fenêtre où il y avait un homme très âgé qui écrivait. Et alors là où l'histoire, ça m'avait assez fasciné, je sais pas, j'avais d'abord 6 ou 7 ans, que quelqu'un puisse passer son temps à faire des devoirs à un certain âge comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a marqué plus tard parce que cet homme est mort, il était donc très âgé. Et il y a eu un jour, je voyais par la fenêtre un homme et une femme, je ne sais pas si c'était sa fille, son fils ou quoi que ce soit, qui sont venus, qui ont rangé cette espèce de grande chambre et qui ont brûlé tous les papiers. C'est-à-dire j'ai vu des tiroirs, une espèce de truc avec des tirettes s'ouvrir et des papiers visiblement manuscrits s'en allaient en fumée dans une cheminée qui d'ailleurs fumait parce qu'il n'avait pas dû faire de feu depuis longtemps. Et voilà, c'était une œuvre. Oui, je me suis toujours demandé ce que c'était. J'ai pensé à Kafka, dont on l'avait pas brûlé. Masbrod n'avait pas brûlé les livres, mais il l'avait demandé. Là, j'ai pensé qu'il n'avait rien demandé, peut-être, et qu'en fait, on avait tout brûlé. Oui, comme quoi la littérature, c'est un grand feu de cheminée, en fait. On parlait avec vous, Régis Geoffrey, de Sévère, paru aux éditions du Seuil. Je voudrais faire un petit cadeau avant de partir. C'est dans les archives secrètes de la police, c'est à l'Iconoclaste, un très très beau recueil, vous allez voir, de faits divers, très illustré. Et je voudrais vous montrer aussi l'affiche de cette très belle exposition Crimes et Châtiments au musée d'Orsay, actuellement, du 16 mars au 27 juin 2010. Une exposition assez saisissante où vous êtes accueillis par la guillotine. Et il y a eu un supplément Télérama, Crimes et Châtiments sur cette exposition et un superbe catalogue qui a été édité, Crimes et Châtiments sous la direction de Jean Clair. Voilà, et juste un petit mot, c'est que Crimes et Châtiments, c'est à la fois un grand fait divers et un grand roman. Absolument, absolument. Voilà, donc autre fait divers, autre grand roman, Régis Geoffrey, Sévère, c'est aux éditions du Seuil. Régis Geoffrey, merci.